Née à Berlin, Marie Malavoie arrive au Québec à l'âge de 3 ans. Militante au Parti québécois, elle est élue députée de Sherbrooke en 1994. Elle revient à l'Assemblée nationale en 2006 comme députée de Taillon. Ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, elle met fin à sa carrière politique en 2014. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Mme Malavoie. Bonjour, M. Grant. On parlait du référendum de 1995. On sait que la défaite fut cruelle. On a vu comment M. Parizeau a été blessé avec ses remarques un peu avec lesquelles le Parti québécois vit toujours. Là. Mais est-ce que la campagne de 1995 a contribué à votre défaite en 1998? J'ai tendance à croire que non. Parce que moi, ce qui a contribué à ma défaite, à vrai dire, je vais vous le dire comme je le raconte spontanément, c'est que Jean Charest a pris ma place. Oui. Alors, Jean Charest était député de Sherbrooke au fédéral. Oui. Moi, j'étais député de Sherbrooke au provincial. On se voyait régulièrement dans des activités, on était dans des rapports tout à fait cordiaux, même si on n'était pas des mêmes opinions politiques. Et un jour, le Parti libéral se cherchant un sauveur, ils ont évidemment détecté M. Charest, et donc il n'y avait plus un seul siège comme député de Sherbrooke, et c'est lui qui l'a emporté. Mais quand il est arrivé donc comme sauveur dans Sherbrooke, je ne vous mens pas, même avant la campagne électorale, moi c'est comme si j'existais plus. Pourtant, j'étais encore député en exercice. C'était en 98 qu'il a été élu et que j'ai perdu. Donc, je me souviens, je vous raconte une anecdote parce qu'elle est amusante. On est dans une école et là, il y avait Jean Charest était là, moi j'étais là, et c'était le démarrage d'une semaine vouée à Expo Sciences. Et un professeur faisait une expérience qui est impressionnante toujours, tremper une rose dans de l'azote liquide, que la rose sorte figée. Bon. Il y avait tellement de journalistes autour de l'estrade venant de tout le Canada entier, que les pauvres étudiants, ils n'ont jamais vu l'expérience. Et moi, j'étais députée officiellement. J'étais vraiment complètement ignorée parce qu'il n'y en avait que pour Jean Charest. Alors c'est ça qui m'a fait perdre en 98, c'est l'engouement pour Jean Charest qui est devenu chef du Parti libéral. Et moi j'ai décidé de faire la lutte quand même parce que je disais s'il veut la place, ben, il va la gagner. Il a gagné par 900 voix, ce qui n'était pas une marge extraordinaire pour un chef de parti avec son aura à ce moment-là. Donc, le référendum, vous savez, a laissé des traces, a laissé de la tristesse, de l'amertume, mais les gens étaient je dirais pas, ils n'avaient pas basculé de l'autre côté à ce point. Si la région avait basculé, Jean Charest aurait gagné par un score bien meilleur que celui-là. Alors, c'était la personne. C'était la personne. Mais est-ce qu'il y avait la confusion parce que lui était député fédéral, maintenant il est député au Québec? Il y a eu beaucoup de confusion longtemps parce qu'il était député conservateur et il était appuyé donc dans la région de l'Estrie par des gens qui étaient de l'Union nationale ou enfin l'ancienne Union nationale. Et ces gens-là, ils ne voyaient pas d'un bon œil que Jean Charest devienne un libéral. Donc, sur le terrain, il a dû, lui, se reconstruire une équipe pour l'entourer, puis pour l'aider à gagner, parce qu'on le voyait comme quelqu'un qui changeait de palier de gouvernement, puis en même temps qui changeait de parti politique. Et pour vous, le retour à l'université? Ça a été exigeant. Oui. C'est difficile de quitter la politique d'un coup. Ça se fait toujours d'un coup, de toute façon. Ça se fait pas... Est-ce qu'on vit un rejet quand on est défait? Je dirais, on vit un deuil. Pas un rejet au sens où, ce que je vous explique, dans le fond, l'arrivée de Jean Charest, pour moi, c'était une malchance, mais ce n'était pas un jugement sur mon travail. Je crois d'ailleurs que s'il n'y avait pas eu Jean Charest, compte tenu du résultat du vote,
je crois, puis que le gouvernement du Parti québécois donc, est resté au pouvoir en 98, je pense que j'aurais pu rester. Mais on vit un deuil. Du jour au lendemain, on doit vider ses bureaux à l'Assemblée nationale, dans son comté. Puis là, les gens sont extrêmement tristes, puis on n'a pas beaucoup le temps d'aller se soigner le moral ailleurs. Là, il faut faire ça immédiatement. Je me souviens d'un citoyen qui est arrivé le lendemain de l'élection en 98 dans Sherbrooke, au bureau de comté. Et là, il arrive, il avait un problème avec, je ne sais pas, mettons l'aide sociale ou quelque chose comme ça. Et puis, il voulait me voir et il voulait qu'on règle son problème. Alors, je lui dis, monsieur, je suis désolée, mais je ne suis plus députée depuis hier. Oh, il me dit, maintenant que vous n'êtes plus partisane, il dit, peut-être que vous pouvez m'aider. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait pas conscience qu'on est député et du jour au lendemain, on ne l'est plus. Moi, je n'avais plus aucune autorité pour l'aider à régler son problème. J'étais plus une interlocutrice. Il était extrêmement étonné de ça. Et déçu. Il était très déçu. J'ai dit, ben, c'est Jean Charest. Puis en plus, Jean Charest étant un personnage public, je dirais national, Oui. il n'avait pas trop compris encore que Jean Charest, il me remplaçait moi, là. C'est comme un peu difficile à saisir. Mais c'est un deuil de quitter. Puis bon, j'ai quand même l'avantage, je ne me plains pas trop, d'avoir repris à ce moment-là un métier que j'aime beaucoup, qui est enseignante à l'université. Je n'ai pas repris des tâches administratives, j'ai repris l'enseignement, la recherche. C'est un beau métier. C'est un métier aussi dans lequel on mesure un petit peu mieux ce qui se passe, on contrôle un peu mieux. Quand vous êtes devant une salle de classe, ben, vous avez des étudiants devant vous. En principe, ils vous regardent, ou si vous ne regardez pas, vous dites je dois être ennuyant. Donc, vous essayez de créer un lien, mais vous n'êtes pas dans un monde politique effervescent, et vous êtes dans quelque chose qui se contrôle un petit peu mieux. C'est quand même un très beau métier. Est-ce que vous vous sentiez quand même un peu à l'étroit? Vous avez Disons parlé que- avant de trouver que les salles de classe devenaient un peu à l'étroit. Puis... Disons que j'avais comme ma vie d'enseignante. Et quand on revient, il faut se remettre à créer des cours, et donc ça demande du temps. Mais j'avais une petite vie parallèle, dans le fond. D'abord parce que l'année qui a suivi, je suis entrée à l'exécutif national comme membre. Et donc, je gardais un lien étroit avec le parti. Et puis, je dis, j'avais une petite vie parallèle, puis je fais un geste comme ça, parce que dans mon bureau à l'Université de Sherbrooke, j'avais un tiroir, et j'avais, je disais, mes dossiers de comté. Parce que tous les gens de Sherbrooke qui le pouvaient, nous étions au pouvoir au gouvernement du Parti québécois, essayaient de me demander, dans des dossiers précis, d'intercéder pour eux. Alors, quand on est député, il y a des projets en chantier. Puis, je dis intercéder dans le bon sens du terme, là. Je ne parle pas de favoritisme, mais simplement des dossiers qui étaient en marche. Et puis, ils savaient que j'avais mes entrées, évidemment, dans tous les ministères, auprès de mes anciens collègues. Et donc, j'avais mon bureau de comté avec des dossiers. Je prenais des notes, puis j'essayais de donner un coup de main. Alors ça m'a gardé en lien avec le milieu politique. Mais de temps en temps, c'est sûr que j'aurais aimé être encore dedans, puis m'en mêler moi-même, plutôt qu'avec un certain retrait. Il y a des gens qui prétendent qu'une élection à l'intérieur du Parti québécois est plus dure à gagner qu'une élection générale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça dure dur dans le Parti québécois pour les postes, surtout Oui, à l'exécutif national? Oui, c'est ça. Moi, j'ai sollicité la présidence de l'exécutif national. C'est difficile. En fait, ce qui est difficile, d'abord, c'est que ça a été une vraie campagne électorale. Mais on est à l'intérieur du même parti. Donc, moi, si un adversaire me donne un coup, je vais le prendre d'une manière. Mais si c'est un collègue ou quelqu'un qui était proche de moi, mais qui décide finalement qu'il ne votera pas pour moi, c'est plus douloureux. C'est toujours plus douloureux quand on est, je dirais, avec des amis, des collègues, qu'avec des adversaires politiques. Cela dit, quand on le prend au sérieux,
j'avais un collègue qui était candidat à la vice-présidence, Jean-François de la Chevretière. On le prend au sérieux. On s'est loué des petits avions. On avait de très petits moyens, très petits budgets. On s'est promené à travers le Québec. On a rencontré les exécutifs. On a parlé aux militants. Parce que le grand danger, c'est que les gens des régions se sentent ignorés. Qu'ils aient l'impression qu'on se déplace, Montréal et sa région, un peu Québec, puis que le reste, on ne les voit pas. Nous, on est allés un peu partout, et finalement, j'ai gagné la présidence. Mais je l'ai gagné en travaillant fort et en me faisant le jour du vote exactement ce qu'on fait en politique, c'est-à-dire un fichier. Je vous parle souvent de mes fichiers, mais je fonctionne bien avec des fiches, et donc avec des pointages selon les régions, selon les représentants. Et le jour du vote sur le terrain, j'avais des gens qui menaient ça exactement comme une campagne électorale. Puis ça a porté fruit. Vous dites quand vous étiez ministre Culture, surtout que Sherbrookeoise, vis-à-vis les gens de Montréal, c'est pas toujours le mariage parfait au début. Est-ce que c'est la même chose à l'intérieur du Parti québécois, que quelqu'un de Sherbrooke gagne contre quelqu'un de Montréal? Quelqu'un de Montréal. Alors, je dirais, c'est un avantage d'être de Sherbrooke par rapport aux régions du Québec, qui m'ont plus soutenu, effectivement. Mais c'est un inconvénient par rapport à Montréal. J'aime beaucoup Montréal puisque j'y ai grandi, mais Montréal est très montréalo-centriste, toujours. Hein? Pour à peu près tout, dans tous les domaines, c'est l'attraction de la métropole. Donc, c'est là que j'avais des gains à faire. De mémoire, je pense que j'ai eu 40% des voix à Montréal, ce qui était bien, ce qui était à peu près nos objectifs, et j'ai eu plus de voix dans les régions. Après les élections, les Montréalais à bras ouverts pour vous? Hein? Oui, parce qu'au Parti québécois, on se rallie. Les gens se sont ralliés. Bon, il y a des gens qui ont perdu, qui étaient certainement malheureux, qui sont retournés faire ce qu'ils faisaient avant. Et puis, j'étais entourée d'une belle équipe. Ça a été des années intenses. Ça a été ma façon pour moi de garder un lien avec la politique tout en étant retournée à l'université. J'avais une décharge d'un cours. Le Parti québécois payait pour l'équivalent d'une décharge d'un cours pour que je puisse quand même remplir mes fonctions. Et ça m'a gardé proche du parti, proche des enjeux. Puis représenter des militants, c'est intéressant. Parce que les militants, en fait, ils représentent un peu la pensée pure d'un parti. Souvent trop pure, parce qu'on ne peut pas faire tout ça quand on est au gouvernement, mais en même temps, ça alimente la réflexion. Parce qu'on porte un projet. On porte un projet de pays, mais on porte un projet de société. Donc, faire ce lien entre la pensée des militants et un gouvernement, ça a été intéressant. Et surtout au Parti québécois, parce qu'ils sont connus pour biffer et paraffer. Là. Oui, je peux vous dire que des vendredis soirs, j'en ai passé des vendredis soirs et puis des fins de semaine dans des réunions et puis des conseils nationaux et puis à refaire des textes et à discuter jusqu'à des virgules. Mais j'aime mieux ça que le contraire. Des fois, c'est un peu fatigant, mais j'aime mieux ça qu'un parti où les gens sont dociles. J'aime mieux un parti où les gens sont des fois plus autonomes, plus rebelles et des fois un petit peu fantaisistes. Mais bon, il faut être capable évidemment de ramener tout à un certain ordre de raison, mais au moins ça alimente la réflexion. Puis pour les journalistes, si je me souviens bien, c'est toujours intéressant de venir à un conseil national du Parti québécois. Ils sont sûrs qu'il va se passer quelque chose. Et puis qu'il n'y aura pas un troupeau là, qui va pencher juste d'un côté. Il y aura vraiment de l'effervescence. Oh oui. Oui, hein, vous confirmez. Oui. Et en parlant de ça, parce qu'à ce moment-là, le parti était obligé d'essayer de relancer l'idée d'un Québec indépendant. Oui. Et Bernard Landry est venu avec l'idée de la saison des idées. Parlez-nous de ça. C'était quoi cette patente-là, finalement? Alors, c'était une façon certains vont dire d'occuper les militants, mais dans le bon sens du terme. Normalement, on aurait dû avoir un congrès du Parti québécois. Moi, j'ai été élue en 2000 et vous voyez, je suis restée jusqu'au congrès de 2005. C'est anormal, 5 ans sans congrès. Mais il y a eu des élections pendant ce temps-là, il y a eu des départs de chefs. Donc, finalement, on a eu une longue période
avec la même présidence à l'exécutif national. Mais il s'agissait donc de donner aux militants une occasion, ce que les congrès permettent, de discuter des idées, du programme. Parce que des idées ne peuvent pas rester les mêmes sans qu'on les révise. Il y a des enjeux, par exemple, environnementaux qui ne sont pas les mêmes. Il y a des enjeux dans le domaine de l'éducation, de la santé qui ne sont pas les mêmes. Donc, ça a mis au travail les gens et ça préparait d'une certaine façon le prochain congrès. Puis en plus, c'était Bernard Landry qui était le chef à ce moment-là. Et c'est un homme d'idées. S'il y a bien quelque chose, moi, que je lui reconnais, c'est la qualité de ses idées, de sa réflexion, de sa profondeur. Ce n'est pas un homme de surface, c'est vraiment un homme qui aime les idées. Alors, on s'est plongé dans cette saison des idées. On trouvait ça joli comme nom, d'ailleurs, la saison des idées. Et puis, ça a alimenté, comme je vous dis, le prochain programme du parti. En 2003, où est-ce que le parti se situait là, avec les élections qui s'en venaient? Bon, on était, je dirais, on sentait quand même qu'on était en difficulté, que ce n'était pas facile pour le Parti québécois, toute cette période-là. En même temps, il y a eu un espoir déçu, mais il y a eu comme un, je dirais, oui, un espoir qu'on puisse encore poursuivre la route. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas comme en 1994, quand on a repris le pouvoir, où là, moi je me souviens, j'étais candidate à l'époque dans Sherbrooke, puis j'avais l'impression que c'était sûr que j'allais gagner. En 2003, là, je pense que c'était plus difficile de croire à la victoire. Bon, moi, je me suis représentée dans Sherbrooke, mais là, Jean Charest, j'ai quand même fait une lutte encore honorable, mais honnêtement, il était déjà bien installé. Et donc, on a perdu et on s'est retrouvé à reprendre le bâton du pèlerin. Est-ce que c'est quand on commence une campagne comme en 2003, sachant que ça serait presque impossible, comment on se motive? Quel est en fait le but de l'exercice finalement? Moi, j'ai jamais été dans un autre parti de l'intérieur. Mais au Parti québécois, on est des pèlerins. On est des militants qui sont des pèlerins. Donc, on reprend le bâton du pèlerin. On est là parce qu'on défend une cause principale qui est celle du pays du Québec. Et d'ailleurs, au début, quand on la défendait, on ne croyait pas qu'on pouvait gagner, même d'être au gouvernement. L'élection de 1976, pour le Parti québécois, ça a été une surprise. Parce qu'on avait l'impression qu'être du Parti québécois, moi je n'étais pas militante sur le terrain à ce moment-là, mais j'avais déjà adhéré, et on avait l'impression qu'être militant du Parti québécois, c'était presque être dans l'opposition toujours. Et qu'en 1976, on a pris le pouvoir, ça a été extrêmement étonnant. Mais je crois qu'on a gardé comme culture politique cette idée que nous sommes des pèlerins. Alors oui, on continue à y croire. Oui, on a fait la preuve qu'on peut gouverner le Québec, et bien, je crois. Mais en même temps, si on retourne dans l'opposition, on reprend le bâton du pèlerin et puis on continue à défendre la cause, puis on continue à y croire et à y travailler. Parce qu'une des choses que Jacques Parizeau a dit un jour me semblait assez normale. Parce qu'il a dit qu'il y avait un débat sur je ne sais pas quelle idée qui était un peu difficile à vendre. Puis il a dit, écoutez là, on ne peut pas réussir l'indépendance du Québec si on ne devient pas le gouvernement. Alors à ce moment-là, en 2003, c'était presque impossible, non? Oui, mais c'est toujours le dilemme d'ailleurs, parce que devenir un gouvernement, c'est obligatoirement faire des choix. On ne peut pas prendre notre programme puis dire on le fait demain matin. Il y a des gens à ce moment-là qui nous trouvent moins, je dirais, ardents dans la défense du projet de souveraineté. En même temps, on est un gouvernement élu pour l'ensemble des Québécois, donc c'est toujours difficile de faire les deux. Mais étant donné qu'on a gouverné le Québec déjà à plusieurs reprises, si on perd en 2003, on se dit on peut regagner à un autre moment. Donc on va retourner dans l'opposition et puis on va faire notre travail d'opposition. Et quand le ciel sera dégagé, on reviendra. Vous êtes revenu en 2006, mais pas à Sherbrooke, à Taillon. Oui. Comment ça? Bonne question, parce que vraiment, j'aurais jamais soupçonné me retrouver dans le comté de Taillon.
en 2006, Pauline Marois, au printemps 2006, quitte le comté de Taillon, qui est ce qu'on appelle, pour le Parti québécois, un des bons comtés. C'était le comté de René Lévesque, d'ailleurs, quand il a été élu et qu'il était premier ministre en 1976. Pauline Marois, j'ai calculé à ce moment-là qu'elle avait été députée de Taillon pendant 17 ans. Oh. Et elle part. Elle part parce qu'elle a perdu la course au leadership et parce qu'elle dit elle-même, le cœur n'y est plus après quelques mois. Elle se trouvait pas finalement de choses assez passionnantes. Et je pense que tout le monde a bien compris ça. Donc elle a quitté le comté, mais ce comté était en deuil. Quand une chef comme Pauline Marois part, ça fait un trou important. Donc il fallait trouver quelqu'un comme candidate qui ait déjà une notoriété, puis qui soit agréé des militants aussi, parce qu'il faut que vous ayez des gens pour travailler avec vous. Donc, finalement, des gens par personne interposée m'ont dit « Est-ce que ça t'intéresserait ?» J'ai rencontré l'exécutif du comté de Taillon, parce qu'il y a d'autres personnes que ça pouvait intéresser aussi. Et puis, finalement, les gens se sont ralliés à ma candidature. Et à cette époque-là, André Boisclair devenait également candidat, puis député pour son retour en politique. Il était élu chef, mais il a été élu député de Pointe-aux-Trembles à ce moment-là. Avez-vous, avec réflexion, avec du recul, compris la victoire d'André Boisclair sur Pauline Marois? Oh, je l'ai très bien comprise. En même temps, c'était très clair entre lui et moi. André est quelqu'un que j'estime, que j'ai connu au Parti québécois pendant très, très longtemps. Et je pense qu'on a de l'amitié réciproque. Mais moi, j'appuyais Pauline Marois, même sachant qu'elle allait perdre. Mais je comprenais l'engouement pour quelqu'un qui était beaucoup plus jeune, une autre génération, une autre façon d'être, un esprit ouvert sur le monde, avec un langage, avec des valeurs, avec des idées qui n'étaient peut-être pas portées de la même manière par ma génération. Pauline et moi, on est de la même génération. Et donc, il y a eu un engouement et il a été chercher un électorat momentané. Des gens sont devenus membres du Parti québécois par centaines, ils ne sont pas restés très longtemps après. Mais il a été chercher des gens pour l'appuyer et qui disaient « je me reconnais ». C'est comme si pour plusieurs, c'était on passe à quelque chose d'autre au Parti québécois, on change de génération. Et j'ai compris cet engouement-là, je ne le partageais pas, mais je le comprenais. Le phénomène de sauveur en politique québécoise, toutes parties confondues. Qu'est-ce que vous le comprenez, là? Est-ce que vos études universitaires vous permettaient de comprendre la société à vouloir des sauveurs? Parce que dans votre parti, on a eu plusieurs. Oui. Les libéraux aussi. Absolument. Pourquoi? Bon, il faut dire aussi qu'on est à une période, on l'était déjà là, donc au tournant des années 2000, où on est dans une information continue et ça nous prend des vedettes. Quand vous faites une campagne électorale, vous le savez très bien, qui voyez-vous tous les jours? C'est les chefs. Les chefs. Le travail qu'on fait sur le terrain, ou même, je ne sais pas, par exemple, moi j'ai toujours été attirée par les contenus. Moi j'ai toujours voulu faire des conférences de presse sur les contenus dans mes circonscriptions. J'avais dit aux gens autour de moi, là vous allez vous habituer à mon style. Là. Pour moi c'est important d'expliquer ce que je veux faire dans mon comté en éducation, en santé, en culture, etc. Et donc le genre de travail que je faisais, il ne se voyait pas du tout. Il ne se voit pas le travail des candidats sur le terrain. On voit des têtes d'affiche. Ça renforce, ça ne suffit pas à chercher des sauveurs, mais ça renforce l'idée que quelqu'un, puis ça c'est dans la vieille tradition aussi judéo-chrétienne, on cherche des gens qui vont cristalliser nos espoirs, en même temps nous rassurer, en même temps être des gagnants, qu'on pourra s'identifier à eux. Et finalement, on veut les suivre comme un berger est suivi par son troupeau. Et c'est un phénomène psychologique que je peux comprendre. Évidemment, il est très dangereux
parce que ça n'existe pas, des sauveurs. Ce qui existe, c'est des gens comme était par exemple Lucien Bouchard, qui ont un charisme fou, qui rassemblent des foules, qui intéressent, qui peuvent faire rire, qui peuvent faire pleurer. Mais un sauveur qui va régler vos problèmes de la vie, ça n'existe pas. Je comprends que les gens cherchent ça, puis je pense qu'il va falloir se faire à l'idée. Je ne crois pas que ça disparaisse demain matin. C'est réconfortant de reporter sur quelqu'un vos espoirs. Puis moi, je connais le milieu politique, mais pour ce que je connais du sport, par exemple, Oh oui. les gens font pareil. Moi, j'ai des petits-fils, là, quand je les entends parler des joueurs de hockey, mais écoutez, c'est le bon Dieu en personne. Hein. C'est qu'ils projettent sur ces joueurs-là des espoirs que d'autres vont projeter en politique sur des personnages d'un autre ordre. Merci, Madame Lavoie. Merci. À la prochaine.